Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'horreur où je vais vous parler d'histoires. Alors c'est pas des threads d'horreur mais c'est pas non plus des légendes. Ce sont des histoires d'horreur qui sont censées s'être vraiment déroulées. Alors je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais en tout cas on va le prendre comme tel parce que ça fera qu'enrichir l'apparition de petits frissons. Sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires supposément vraies. Il y avait un fermier très riche qui avait des terres dans l'Ohio aux États-Unis, et ce fermier avait une particularité, c'est que dès que sa femme donnait naissance à un enfant, il construisait une grange et il lui donnait le nom de l'enfant. Ils avaient eu au total 6 enfants et en attendaient un 7e. Effectivement, on peut parler de famille nombreuse. Mais malheureusement, un imprévu plutôt tragique va se produire. La femme du fermier va mourir en donnant naissance au 7e enfant, qui lui-même va mourir à la naissance. Le fermier, vraiment attristé, vraiment rempli de chagrin, va devenir totalement fou, ce qui fait qu'il ne va plus s'occuper de sa ferme. Naturellement, il va perdre beaucoup d'argent, sa ferme ne va plus du tout prospérer et il va commencer à tomber en faillite. L'histoire dit que une nuit, alors qu'il était plongé dans la folie et le chagrin, le fermier est allé dans chacune des granges qu'il avait aménagées pour que ce soit des sortes d'immenses chambres pour ses enfants. Il les a fait sortir et il les a assassinés à la hache, un par un. Il a ensuite enterré chacun des corps dans les granges correspondantes, et le fermier est ensuite allé dans la 7e grange, celle qui était inoccupée car elle devait accueillir le 7e enfant qui était mort-né, et c'est là qu'il s'est donné la mort. Le temps a passé, les granges sont toujours là, elles sont vraiment en piteux état, forcément personne ne les entretenait, sauf la 7e qui survivait anormalement au passage du temps. Les terres n'ont jamais été vendues, personne ne voulait acheter ce terrain où avaient été produits de telles atrocités, et des rumeurs ont commencé à émerger. La rumeur dit que si on se rend dans la 7e grange de nuit, on pourrait voir le fantôme du fermier pendu aux poutres. Son corps balancerait au gré du vent, condamné à revoir son crime pour l'éternité. Aujourd'hui, personne n'est réellement certain de la localisation de cet endroit, à part que ça se trouve en Ohio. Certains disent que c'est la ferme Kranz dans la vallée de Cuyahoga et d'autres disent que c'est encore à un tout autre endroit. Ça reste en tout cas un réel mystère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1997, un professeur de l'Ohio a prétendu avoir trouvé, après avoir effectué de très nombreuses recherches, l'emplacement exact où se sont produits les terribles événements. Il dit qu'il s'est rendu sur place et que aucune des granges n'est détruite. Elles sont toujours présentes là où elles sont censées être. Il dit également qu'en fait la terre n'est pas sans propriétaire. Le terrain du fermier qui a commis les crimes atroces en fait a été divisé en plusieurs terrains qui a été ensuite ajouté au terrain d'autres fermiers. Donc en fait maintenant il est divisé. Le professeur dit qu'il est certain d'avoir trouvé le bon endroit parce que sur chacune des granges il y avait une plaque où était gravé le nom des enfants qui avaient été assassinés. Il raconte également qu'un soir, lui et son fils se sont rendus dans les granges avec une caméra pour essayer d'enregistrer une quelconque activité paranormale. Le matin qui a suivi, la femme du professeur a déclaré à la police que son fils et son mari avaient disparu. La police a mené l'enquête et ils ont trouvé leur voiture abandonnée le long d'une route. Ils ont donc fouillé la zone alentour et ils ont trouvé une grange dans laquelle ils sont rentrés. Et à l'intérieur, à leur très grande surprise, ils ont trouvé le corps du professeur et de son fils pendus aux poutres de la grange. Cette histoire prend fin ici, et personnellement je peux vous dire que je n'irai jamais à ces endroits. Bon, déjà je trouve qu'aller dans une ferme abandonnée de nuit, ça doit être terrifiant, mais en plus de ça, quand tu connais toutes les atrocités qui se sont produites, et si tu crois en cette histoire, ça doit être totalement abominable. Je pense que même s'il n'y a pas forcément d'activité paranormale, bah en fait par peur tu vas angoisser dès que tu vas entendre un bruit, tu vas dire ça y est, il y a un fantôme ou quelque chose comme ça. En tout cas je trouve que c'est une histoire tragique et ça ne me donne pas du tout envie de m'aventurer dans ce genre de lieu. Dans cette histoire, on va suivre le récit d'un jeune homme qui s'appelle Lorcan. C'était un adolescent et son plus grand rêve c'était de devenir un vampire. Il y en a c'est de visiter tel ou tel pays, lui c'est de devenir un vampire. Tout le monde à l'école pensait qu'il cherchait juste à attirer l'attention sur lui, il n'avait pas d'amis et tout le monde avait un peu peur de lui. Il avait un look assez étrange et sa tête semblait trop large pour son corps. Il était très fin et ses yeux étaient creux et il avait un trait noir qui les entourait. Ses joues étaient également creuses et il avait un teint vraiment très pâle. Il s'habillait toujours en noir de la tête aux pieds et il portait à chaque fois une sorte de long manteau noir qui s'apparentait à une sorte de cape. Quand les autres enfants jouaient, qu'ils faisaient du sport, Lorcan, lui, s'asseyait dans un coin de l'école et lisait un livre. Il collectionnait les livres concernant les vampires, mais pas que, aussi sur le diable et sur les rituels sataniques. Il lisait chacun de ses livres encore et encore,
c'était vraiment un réel passionné, et dans ses livres il surlignait des passages et prenait des notes, comme si il les étudiait. Il y avait des étranges rumeurs qui circulaient à son propos, notamment une plutôt glauque qui disait que Lorcan aurait assassiné un chien et qu'il aurait bu son sang. Effectivement, c'est le genre d'information qui pourrait te faire avoir des sueurs froides si tu habitais dans son voisinage. D'autres rumeurs disaient qu'il kidnappait des chats, qu'il les ramenait chez lui pour effectuer diverses expérimentations sur eux. Putain, il y a encore un chat là. Calme. Calme. Ses parents ne savaient pas quoi faire de Lorcan, ils étaient totalement désespérés qu'il soit aussi asocial, que leur fils n'ait pas d'amis, qu'il soit tout le temps seul, et un soir, sa mère est tombée sur ces fameux livres concernant le vampirisme, les rituels sataniques et tout autre sujet de ce domaine-là. Quand elle en a vu le contenu, elle a décidé de jeter les bouquins à la poubelle, et étrangement, Lorcan, bien que c'était sa collection, ses objets fétiches, il ne s'est pas plaint du tout, il n'a eu aucune réaction face à cela. Quand ses parents sont allés dormir, Lorcan s'est discrètement réveillé le soir, a descendu les escaliers et il s'est ensuite rendu à la poubelle pour récupérer ses biens précieux. Le jour suivant, Lorcan a fait un trou assez large dans le plafond de sa chambre, plus précisément au-dessus de son dressing pour pas que ce soit trop visible, ce qui lui permettait de se rendre au grenier, sous les combles, sans pour autant être remarqué. Il avait décidé de cacher ses livres à cet endroit pour que personne ne les trouve. Le grenier était en quelque sorte devenu son repère. D'ailleurs, il avait un peu customisé cet endroit, il avait construit un hôtel de ses mains, un hôtel pour effectuer des rituels sataniques. Une nuit, pour continuer à combler sa passion pour le domaine du vampirisme, du satanisme, Lorcan s'est introduit dans une église et a volé des objets religieux, notamment un calice. Il les a ramenés chez lui et les a mis dans son repère sur son hôtel. Le jour, Lorcan était vraiment léthargique, très mou, et c'est la nuit qu'il se réveillait. Pendant que ses parents dormaient, Lorcan parcourait la maison, dans le grenier, et parfois même il allait au-dessus de leur chambre et avait fait un petit trou pour pouvoir les regarder dormir. Houston, on a un problème je crois. Chacun peut avoir ses passions, mais là je trouve que ça devient quand même de plus en plus creepy. Un jour, un professeur a donné à la classe de Lorcan un devoir à faire qui était en fait de rédiger un texte où on devait indiquer ce qu'on voulait faire quand on serait adulte. Au moment de rendre les devoirs, le professeur a demandé si quelqu'un était volontaire pour lire le travail qu'il avait fait. Personne ne voulait parler devant la classe, mais une main s'est levée, je vous laisse deviner qui a levé la main. Ça a surpris pas mal de monde dans la classe, mais Lorcan a effectivement voulu partager ce qu'il avait écrit. Lorcan s'est donc dirigé devant la classe, il a sorti son devoir, s'est raclé la gorge, et il a dit « Quand je serai grand, je veux être un vampire ». Jusque-là, pas de surprise. D'ailleurs, les autres élèves de la classe se doutaient très bien de ça, du coup, ils ont tous un peu levé les yeux au ciel. Mais Lorcan semblait très excité à l'idée de raconter ce qu'il avait écrit. D'ailleurs, ses mains ont tremblé. Il continue, il dit « Je veux dormir dans un cercueil, je veux m'entourer de la mort, je veux dédier ma vie au mal et me venger de tous mes ennemis. Je veux offrir mon âme à Satan et l'accepter comme mon sauveur et mon seigneur. » Le professeur est assez choqué de ce qu'il entend, du coup il dit à Lorcan que ça suffit. Lorcan ignore la demande de son professeur et continue de parler. D'ailleurs, il parle de plus en plus fort et ses camarades de classe, eux, ne lèvent plus les yeux au ciel, mais ils sont totalement captivés par ce qu'il dit. Forcément, ils sont assez surpris. Il continue en disant « Je veux boire le sang de petits garçons et de petites filles et sentir ce sang couler dans mes veines. Je veux planter mes dents dans la peau douce de mes victimes et sentir leur sang chaud parcourir ma gorge. » Le professeur intervient une nouvelle fois en lui disant « Lorcan, arrête, va t'asseoir. » Mais Lorcan s'emballait royalement. Il continue de raconter ce qu'il avait écrit. Il continue en disant « Je veux les déchirer, enlever leurs entrailles de leur corps, je veux détruire toute chose vivante, je veux brûler le monde, je veux tuer tous ceux qui se sont moqués de moi. » Là, le professeur intervient physiquement, il pousse Lorcan du devant de la classe, arrache son papier des mains. Lorcan se jette sur le professeur et lui crie dessus comme un fou. Le professeur arrive à pousser Lorcan, il attrape Lorcan par la nuque et l'emmène au bureau du principal. Pendant qu'il est traîné de force au bureau du principal, Lorcan crie « Je veux être un vampire, je veux vous tuer, je veux tous vous tuer ». Lorcan a naturellement été viré de l'école et ses parents ont été convoqués par le professeur. Après cet événement, tout le monde voyait Lorcan comme un fou. Et ils avaient d'ailleurs peur de lui. Les voisins de Lorcan disaient à leurs enfants de rentrer quand Lorcan arrivait dans les parages. Quelques rumeurs ont circulé à son propos, toujours aussi néfaste, et les gens ne voulaient jamais avoir affaire à lui. Un jour, un petit garçon qui vivait dans le voisinage a disparu. Ses parents l'ont bien sûr recherché sans le trouver. C'est comme si en fait ce petit garçon s'était volatilisé comme ça. La police a bien sûr été prévenue et eux-mêmes ont commencé à enquêter sur cette disparition. Ils ont toqué à toutes les portes du voisinage pour leur poser des questions et essayer de retrouver ce petit garçon disparu. Un des officiers de police a interrogé Lorcan
qui vivait dans le fameux voisinage. Il a remarqué que Lorcan semblait très nerveux. Le policier avait un mauvais pressentiment vis-à-vis de lui et il a insisté pour parler à ses parents. Les parents sont donc intervenus, ils ont laissé le policier entrer dans la maison, mais aussi ils l'ont autorisé à procéder à une fouille. Lorcan devenait de plus en plus nerveux. Le policier a donc à un moment donné cherché dans la chambre de Lorcan, il n'a rien trouvé d'anormal, juste au moment où il a ouvert son dressing et qu'il a vu ce trou menant au grenier. Quand il a passé sa tête par le trou pour voir ce qu'il y avait, il a assisté à un spectacle totalement horrifique qui l'a marqué à vie. Plus tard, il a d'ailleurs avoué que ce qu'il avait vu, c'était la chose la plus perturbante qu'il avait vue au cours de sa carrière. Il a vu le corps sans vie du jeune garçon qui avait disparu. Lorcan avait en fait crucifié le petit garçon dans son grenier, mais crucifié à l'envers, le symbole du satanisme. Il y avait sur l'autel de Lorcan un calice rempli de sang. Le policier est redescendu du plafond, il a donné l'alerte à ses collègues, mais le temps que le policier regarde un peu ce qui se passait, Lorcan lui s'était enfui. Les policiers ont fouillé toute la maison sans pour autant réussir à le trouver. On a donc un nouveau problème qui s'ajoute. Certes, on a trouvé ce qui s'était passé vis-à-vis du petit garçon disparu, mais maintenant, le suspect principal, lui, n'est plus là. Les policiers qui eux étaient en dehors de la maison disent qu'ils n'ont vu personne sortir, mais personne n'arrivait à trouver la moindre trace qui aurait mené vers Lorcan. C'était un vrai mystère, donc ils se disent que peut-être il est encore dans la maison, c'est possible, mais ils n'ont aucune idée d'où il pourrait. D'ailleurs, les parents ont donné accès à la cave, vraiment à toute la maison, pour que les policiers puissent rechercher Lorcan. Et rien du tout. Mais plus tard, un policier dit avoir remarqué quand même quelque chose d'étrange, c'est avoir vu sortir de la fenêtre de la chambre une sorte d'oiseau, quelque chose qui volait. Il n'a pas remarqué ça dans un premier temps parce qu'il pensait qu'il avait une sorte d'hallucination, mais après réflexion, il se dit qu'en fait, peut-être qu'il avait bien vu une chauve-souris. Et vous savez peut-être que les vampires peuvent se transformer en chauve-souris. Donc, est-ce que Lorcan aurait finalement réussi à atteindre son but et à se transformer en vampire? Ça reste un véritable mystère. Les amis, cette histoire est fausse, mais inspirée de faits réels. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas blanc ou noir. La vraie histoire, c'est qu'en fait, en 1973, un jeune garçon du nom de John Organ a disparu. La police a enquêté et ils ont commencé à suspecter un jeune adolescent qui était son voisin. Ils ont fouillé sa maison et son grenier et ils ont trouvé effectivement le jeune garçon disparu dans le grenier qui avait été également crucifié. Et on avait en fait tous les éléments de l'enquête des policiers qui sont vrais. On a un hôtel dans le grenier, il y avait effectivement un calice rempli du sang du jeune homme qui avait disparu, donc tout ça c'est vrai. En gros, le seul événement fictif dans l'histoire que je vous ai raconté, c'est le fait que le mec se soit transformé en chauve-souris et soit parti. Mais sinon, le reste est vrai. Et bien sûr, dans la vraie histoire, le jeune garçon ne s'était pas enfui, il a été arrêté et envoyé en prison pour son terrible crime. Et ça, très clairement, on va pas se mentir, ça fait froid dans le dos. Parce qu'il y a des passions, encore une fois, on respecte, mais il y a des passions vraiment très creepy. Et quand tu vois les gens qui sont vraiment omnubilés, par exemple dans ce cas-là, à devenir un vampire, mais pas forcément que dans l'attitude, vraiment dans tous les aspects, c'est-à-dire boire du sang, donc tuer des gens, là ça fait vraiment très peur. Comme quoi, les vampires, comme on les connaît dans la fiction, n'existent pas, mais des gens qui se prennent pour des vampires et qui agissent comme eux, ça existe. Dans cette histoire, on va parler d'un ensemble de maisons qui sont abandonnées dans le New Jersey, qui est connu sous le nom de l'allée du démon. Je vais vous raconter son histoire. Dans les années 1980, il y avait des familles qui vivaient dans ces fameuses maisons. Un jour, un homme étrange est venu habiter dans la plus grande d'entre elles. Après cela, cet homme, malheureusement pour lui, est devenu la cible de nombreuses farces. Les familles disaient que ce n'étaient pas leurs enfants qui commettaient ces farces, et ils disent à l'homme qui les a questionnés que c'était sûrement des adolescents venant d'un autre quartier qui venaient là pour l'embêter. Mais ces farces mystérieuses ne se sont pas qu'arrêtées à l'homme qui avait emménagé. Elles ont commencé également à malmener les autres personnes qui vivaient dans le quartier. Certaines familles voyaient leur animal de compagnie disparaître, d'autres familles voyaient des poupées décapitées pendre au-dessus de leur porte d'entrée, et d'autres voyaient leur courant électrique totalement coupé. L'homme qui vivait dans la plus grosse des maisons a suggéré de faire une sorte de réunion avec tous les membres de ce quartier pour essayer de démêler un petit peu ce qui se passe. Il propose de convenir d'une réunion dans sa maison et du coup tout le voisinage se rend dans sa maison pour la réunion pour discuter de ces événements inexplicables. L'histoire dit que pour la réunion, l'homme a invité tout le monde à le rejoindre dans sa cave. Ils étaient déjà chez lui quand ils se sont rendus compte bien trop tard qu'en fait l'homme qui avait emménagé dans la plus grande des maisons était le leader d'un culte satanique. C'est lui-même en fait qui a créer les farces pour gagner la confiance du voisinage, c'est-à-dire au début il a fait ça sur lui pour faire genre que c'était pas lui du tout et ensuite il a fait ça dans les autres maisons et personne ne l'aurait soupçonné parce que c'est lui qui a été la première des victimes. Une fois que tout le monde serait présent dans la cave de l'homme, ce leader aurait donné un signal pour que les membres de son culte
sortent de l'ombre. À ce moment-là, un énorme massacre a pris place et tous les habitants du quartier ont été assassinés à ce moment-là. Il n'y avait aucune sortie possible pour ces pauvres victimes, les escaliers avaient été bloqués, aucune fenêtre. Donc tout le monde était condamné à subir ce massacre, il n'avait aucune chance de s'échapper. Les corps ont ensuite été laissés à l'abandon dans la cave. Aujourd'hui, les maisons sont abandonnées. Apparemment, les portes sont fermées et les fenêtres barricadées. Mais on pourrait apparemment trouver toujours à l'intérieur de ces maisons les affaires, le mobilier des précédents propriétaires qui ont été assassinés comme si leur vie n'avait pas bougé. C'est pour vous dire, les vêtements sont toujours dans les garde-robes. Ceux qui avaient mis la table avant de partir à cette terrible réunion et qui comptaient manger après ont chez eux toujours la table de prêtre comme s'ils allaient dîner. Et il faut savoir que ce culte satanique n'a jamais été arrêté. Aujourd'hui, les gens du coin appellent cet endroit l'allée du démon. Ils refusent catégoriquement de parler de cet incident en essayant de prétendre que cela n'est jamais arrivé. Selon moi, c'est que si ce culte n'a jamais été arrivé, ils ne veulent pas le vexer pour être éventuellement leur prochaine victime. On ne peut pas visiter officiellement cet endroit, il y a une entreprise de sécurité qui patrouille dans la zone en espérant mettre la main sur ceux qui ont commis ces atrocités. Ils déconseillent donc fortement aux gens de venir faire les touristes sur cet endroit parce que peut-être que les membres de ce culte sont toujours dans le coin en attendant de pouvoir faire de prochaines victimes. Les gars, on ajoute à la liste des endroits où on ne va pas se rendre cette petite zone d'allée du démon. Je note. Ouais, je sais, je note sur ma main, comme ça je n'oublie pas. Après sur ça, je me dis comment tu peux oublier une histoire comme ça après. Je sais pas quoi dire sur cette histoire. Honnêtement, les histoires de massacres comme ça, là j'ai pas de preuves comme ça à vous présenter que pour dire si c'est vrai ou faux, mais je sais qu'il y a des faits vraiment réels de personnes qui se sont fait assassiner dans ce genre de circonstances. Mais vous pourrez trouver pas mal d'informations, notamment sur des sectes par rapport à ce genre d'histoire. Les amis, on va se remettre en sécurité parce que là, je trouve qu'on est rentré un peu trop profondément dans le frisson. Ça fait peur. Bon les amis, vous pensez quoi de ces histoires? Vous pouvez pas me répondre comme ça, mais dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai beaucoup aimé, honnêtement. J'aime beaucoup les affaires de sectes comme ça, je trouve ça vachement intéressant. Parce que c'est tellement mystérieux et moi tout ce qui est mystérieux m'intéresse. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être même fait peur. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!